Le monde change, il a changé et continue de muter. Mouvement lent, nous savons les lames de fond comme l'évolution des modes de vie, la mobilité au cœur des valeurs, le numérique, l'hyper-individuation, le rapport au collectif, mais aussi les mutations économiques dont on va parler ce soir, la baisse de l'emploi industriel, la tertiarisation des industries traditionnelles, l'innovation au croisement des champs disciplinaires ou sociaux sont tous des points auxquels aujourd'hui on fait face. Changement immédiat, nous constatons un paysage institutionnel nouveau suite aux lois MAPTAM et NOTRe, avec l'élargissement des périmètres des intercommunalités, le passage en grande région, Metz, Mulhouse, Reims deviennent communautés urbaines, Nancy devient métropole, Haguenau communauté d'agglomération, des communes se regroupent volontairement, donc un changement majeur dans notre compréhension du territoire, notre fonctionnement, où autant citoyens qu'élus cherchent donc à voir comment vont évoluer les choses. Le pôle métropolitain, Strasbourg-Mulhouse intègre Colmar, le sillon lorrain et le système 3 Chalon-Reims sont confortés. Donc on voit tous ces grands changements qui sont en cours dans notre région. Reste encore à prendre en compte le fonctionnement des territoires, plus en réseau qu'en centre-périphérie, les alliances ou contrats entre élus des territoires pour rapport réciproque, l'avantage métropolitain. En bref, de nouvelles solidarités territoriales, pensées au-delà de l'échelle communale, voire intercommunale, pour des retombées collectives au service des populations. Donc on voit tous ces changements, les impacts sur notre société. Le mode d'emploi est encore inconnu aujourd'hui. 2016 représente une opportunité rare de fonctionnement collectif de tous ensemble. Donc 3 cycles autour de la métropolisation donc ont été lancés à l'agence en lien avec les mobilités, les modes de vie et celui qui est en cours, donc l'économie. Pourquoi ces cycles sur la métropolisation? C'est important pour comprendre et anticiper les politiques publiques sur nos territoires. Le rôle de l'agence est de nourrir cette compréhension et avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer demain. Donc c'est aussi cette question de ces rencontres, de pouvoir partager ensemble avec un public très large sur ces questions d'évolution. Pour défricher cette actualité, nous menons 2 cycles de rencontres cette année, le premier sur les mutations économiques et nouvelles solidarités territoriales, avec la 2e séance ce soir, et le 2e cycle sur le transfrontalier à l'échelle de la grande région Est. Nous avons démarré ce cycle avec Magali Talandier, pour nous éclairer sur les relations entre territoires, villes, campagnes urbaines, villages, et nous poursuivons ce soir avec Gabriel Colletis, que je salue, qui est professeur de sciences économiques à l'Université de Toulouse 1 Capitole. Il est aussi chercheur, avec 2 doctorats en économie, avec un intérêt particulier pour l'industrie et les systèmes productifs, la financiarisation de l'économie, les politiques publiques, et peut-être un point important dont on a pu discuter ce midi, la question du territoire. On en discutait ce midi, il n'y a pas d'économie sans territoire, et si on est hors sol, c'est plutôt de la finance. Donc c'est important aussi de comprendre dans la relation économie avec le territoire que c'est un point important pour nos développements futurs. Il a coordonné pendant 7 ans les relations entre le commissariat au plan, devenu France Stratégie entre-temps, et la DATAR. Il est aussi conseiller auprès de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, avec des propositions remarquées dans le rapport Aubert de co-analyse des politiques publiques avec les chefs d'entreprise et prises en compte par l'exécutif, bien sûr, par la suite. Nous avons lancé aussi un travail de recherche-action pour production de connaissances sur la région strasbourgeoise, des bases productives, les ressources, la circulation des richesses, l'économie ordinaire métropolitaine. Nous imaginons aussi créer à l'agence un groupe de chercheurs et praticiens pour les questionnements et les analyses, bien sûr. Ceux impliqués et intéressés pour en faire partie parmi vous peuvent nous contacter. On a déjà dans nos réseaux travaillé bien sûr avec Fraunhofer à Karlsruhe, Beta, le PFL à Lausanne. Donc tout ce lien qu'on tisse avec les chercheurs, on va le continuer donc sur ces questions métropolitaines et d'économie territoriale. Donc les bases, c'est comprendre comment le rapport entre industrie, système productif plutôt, et territoire change. Et en conséquence, comment les relations entre territoires également se modifient.
Nous pensons à des conséquences comme la mise en place de contrats de réciprocité entre territoires qui confortent identité, culture et apports réciproques qui notamment fassent économie. Ce sont donc ces bases que nous avons demandé à Gabriel Collettis de nous décoder ce soir. Je vais en effet vous parler de deux choses qui sont souvent traitées de manière séparée et que je vais essayer de combiner. C'est d'une part l'analyse des systèmes productifs. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par système productif, et d'autre part l'analyse des dynamiques territoriales. Et très souvent, malheureusement, les économistes analysent les systèmes productifs, en fait, comme ceci a été dit, de manière un peu, hors sol. Un peu comme si on pouvait analyser une industrie, une branche ou un secteur, en ignorant en quelque sorte son inscription spatiale. C'est très fréquent en économie, ça, et c'est à ce point fréquent que je peux le confirmer, en ce sens que j'ai fait pas mal d'années de recherche sur les systèmes productifs français et allemands, sans véritablement prendre en compte cette dimension territoriale. Et c'est en quelque sorte un heureux hasard de carrière qui m'a conduit à Grenoble, dans un laboratoire de recherche très très connu sur les questions territoriales. Et là, j'ai pu m'apercevoir finalement de ma cécité absolue jusqu'alors, et j'ai essayé de prendre en compte cette dimension territoriale que beaucoup d'économistes tout simplement ne voient pas du tout. Alors, je dirais que d'une certaine manière, le reproche peut être fait aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui, en sciences régionales, par exemple, s'intéressent aux dynamiques territoriales. Et s'intéressant aux dynamiques territoriales, en fait, ne font pas vraiment l'effort de rentrer dans la compréhension des dynamiques industrielles et des dynamiques productives. Et ça, c'est tout aussi dommageable, en quelque sorte, parce que je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui faire une analyse sérieuse des dynamiques territoriales en ne tenant pas compte des dynamiques économiques qui traversent ces territoires. Donc, tout mon propos, en fait, va consister à décloisonner en quelque sorte ces deux systèmes d'analyse pour essayer de voir comment on peut les mettre en correspondance pour répondre finalement à une question qui me semble importante, qui est la question de l'ancrage territorial des activités. Parce que je crois qu'on est dans un moment particulier du capitalisme, je vais l'expliquer, qui est marqué par une mobilité très forte. Dès lors que cette mobilité est constatée, la question de l'ancrage territorial des activités devient une question absolument centrale. Donc voilà, pour me résumer, je vais donc essayer de croiser, si vous voulez, ces deux domaines de réflexion pour en tirer un certain nombre d'enseignements concernant les facteurs d'ancrage territorial. Voilà. Alors, je vais commencer par vous parler un peu en introduction, en quelque sorte, de mon propos, de l'économie mondiale, parce que je crois que je vais l'expliquer un tout petit peu plus loin. C'est un peu le décor dans lequel nous vivons d'ores et déjà. On parle beaucoup des changements technologiques, on parle beaucoup de la numérisation, de l'usine du futur. Mais je crois, et je vais essayer d'expliquer que en fait probablement on ne prend pas la mesure de ce que je considère être un passage extrêmement important de l'internationalisation à la mondialisation. Et vous allez voir dans quelques instants que je distingue fortement les deux notions. Et aujourd'hui, en réalité, ce qu'on peut dire de manière introductive, c'est que cette économie mondiale qui est en train de se constituer, elle est fondamentalement marquée par des flux de facteurs. Et ça, c'est très important. Donc, les facteurs, on peut au moins en première analyse considérer que c'est le capital, le travail, l'information et la connaissance. Et en réalité, cette mobilité croissante des facteurs, que les économistes ont longtemps considéré comme étant immobiles. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse économique, que les facteurs sont souvent considérés comme étant immobiles dans l'analyse ricardienne. Ce sont les produits qui bougent, mais les facteurs sont considérés comme étant immobiles. Eh bien, ces facteurs aujourd'hui sont au contraire marqués par une très très grande mobilité.
Et donc la question qui est centrale, hein, et qui est posée, c'est qu'est-ce que les territoires peuvent faire en quelque sorte pour attirer, mais pas seulement pour attirer, mais pour retenir. Et donc là, je voudrais déjà signaler ce point qui est important, même si je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est que lorsque l'on parle d'attractivité, cette attractivité ne concerne pas uniquement des facteurs qui seraient en quelque sorte exogènes au territoire. L'attractivité concerne certainement la capacité des territoires à attirer des facteurs qui sont mobiles, mais les facteurs qui sont mobiles sont aussi des facteurs qui sont présents dans le territoire. Et donc, la capacité d'un territoire qui est déjà développé, comme le vôtre par exemple, à maintenir ou à retenir des activités, c'est un enjeu qui est peut-être au moins aussi important que l'enjeu qui consiste à attirer des facteurs halogènes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très très bien compris par les économistes et par les élus, qui se démènent comme de beaux diables pour essayer d'attirer en quelque sorte du capital étranger, en ignorant que, sur le territoire, il y a d'ores et déjà des entreprises qui sont là, et peut-être l'enjeu principal est d'éviter qu'elles ne partent. Et si elles ont des investissements à faire, autant qu'elles les fassent, si c'est possible, sur le territoire plutôt qu'ailleurs. Je vais développer tout ça dans quelques instants. Toujours dans cette introduction, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les avantages classiques de localisation, ceux que à la fois on analyse dans la littérature économique, mais que l'on retrouve aussi très souvent dans les argumentaires de politique locale. Ces avantages classiques, je ne dis surtout pas qu'ils n'ont plus de valeur aujourd'hui. Bien sûr, ils continuent d'exister, mais ce sont bien des avantages classiques de localisation. Et je dis bien localisation et non pas territorialisation. Et déjà, dans le terme localisation, vous pouvez entendre délocalisation et peut-être relocalisation ailleurs. Ce qui veut dire que ces avantages-là, le foncier, la qualité des infrastructures, éventuellement les équivalents subventions, tous ces avantages classiques de localisation pourraient être considérés comme étant en quelque sorte des conditions nécessaires. C'est-à-dire qu'on voit mal, en quelque sorte, une entreprise s'implanter et développer un projet si elle ne trouve pas le foncier qui est nécessaire. On voit mal une entreprise s'implanter dans un espace où il n'y aurait aucune infrastructure au sens large du terme. Et d'une certaine manière, très souvent aussi, ces entreprises mettent en concurrence les espaces et lorsque deux espaces sont véritablement en concurrence dans la shortlist, peut-être le coup de pouce final, ça va être un équivalent subvention. Je considère avec d'autres que ces avantages classiques de localisation aujourd'hui ne suffisent absolument plus pour assurer une implantation pérenne, je dis bien pérenne, des activités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la question clé me semble être désormais la capacité donc des territoires à assurer cet ancrage durable des acteurs et des activités donc qui sont de plus en plus mobiles. Voilà donc le propos que je vais essayer maintenant avec vous de développer. Dans un premier temps, puisque tout à l'heure vous avez évoqué à juste titre les grandes mutations de l'économie, je vais évoquer ces grandes mutations de l'économie. Parce que je crois que si on les saisit pas, en fait, c'est très difficile par la suite de dire quelque chose de sensé sur les transformations des systèmes productifs, le renouveau des dynamiques territoriales et au final la question clé de l'ancrage des activités. Alors, on va donc prendre les grandes mutations de l'économie. Et je reviens sur le début de mon propos de l'instant, qui est le passage donc de l'internationalisation à la mondialisation. Qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui se joue? Vous allez voir qu'au final, il se joue en particulier une question qui semble intéresser beaucoup votre agence, et je crois que c'est important, c'est la question des inégalités. Parce que les inégalités sont souvent constatées, elles sont souvent mesurées, et je dirais qu'on les mesure de mieux en mieux. Vous avez sans doute à l'esprit l'ouvrage tout à fait remarquable de mon collègue Piketty, Le Capital du XXIe siècle. Cependant, ce que je crois, c'est que au-delà du constat et d'une mesure précise, de plus en plus précise des inégalités, il faut essayer de comprendre quel est le moteur de ces inégalités. Parce que si vous ne faites que constater
un processus sans l'expliquer, vous êtes un peu comme un médecin qui constate une maladie, qui éventuellement en fait le diagnostic, mais qui après ne propose pas grand-chose. Alors, c'est pas vraiment une critique contre mes collègues, mais je crois qu'il faut aller aujourd'hui au-delà du constat et de la mesure. Il faut absolument chercher à comprendre le principe générateur des inégalités. Alors, si je m'intéresse dans un premier temps à l'internationalisation, l'internationalisation, c'est un processus qui est vraiment ancien. Hein. Je pense qu'il démarre il y a peut-être 20 siècles ou 25 siècles avec les premiers traités de commerce qui ont été rédigés de manière remarquable par les Égyptiens. Si vous allez au Louvre, vous verrez, il y a des traités de commerce extrêmement intéressants à lire. Les Égyptiens avaient déjà instauré les marchés à terme, par exemple. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, des Égyptiens et des Grecs de cette époque-là. Mais c'est un processus donc ancien d'ouverture des économies nationales. Et cette ouverture, elle est principalement marquée par les échanges de biens et de services. Ce qui circule lorsque les économies s'ouvrent, eh bien, ce sont fondamentalement des biens et des services. Et l'objectif pour une économie nationale, que ce soit l'économie française ou une autre, peu importe, eh bien, c'est d'être compétitif. Et la très très grande majorité des économistes considèrent que l'indicateur majeur de compétitivité, eh bien, c'est le surplus d'exportation sur les importations. Donc, quand un pays dégage un surplus commercial, c'est-à-dire lorsqu'il exporte davantage qu'il n'importe de biens et de services, eh bien, il est considéré généralement comme étant un pays compétitif. Voilà. Si vous prenez le cas de la France, toutes les interrogations ou les inquiétudes, de mon point de vue fondées d'ailleurs, que nous avons sur notre compétitivité, sont généralement mesurées par le déficit de notre balance commerciale, et en particulier par le déficit de notre balance commerciale de produits industriels. Et quand on considère que l'Allemagne est un pays compétitif, eh bien, on constate cette compétitivité par le fait que les Allemands, eh bien, exportent bien plus qu'ils n'importent de biens, et en particulier de produits industriels. Et il est vrai que le taux de couverture des échanges de biens industriels, c'est-à-dire le ratio entre les exportations et les importations de biens industriels, en France n'est pas à l'équilibre depuis très longtemps, puisque nous avons un taux de couverture qui est de l'ordre de 90% à peu près. Ça veut dire que lorsque la France importe pour 100 euros de biens industriels, elle exporte pour à peu près 90 euros de biens industriels. Donc nous avons un taux de couverture de 90%, là où les Allemands ont un taux de couverture moyen entre 120 et 130%. Donc on voit bien qu'en effet, il y a bien sans doute un déficit de compétitivité, et c'est comme ça qu'on le mesure. Si je devais faire une conférence ce soir sur la Grèce, par exemple, ce que je ne vais pas faire, bien sûr, eh bien, je vous dirais que le principal problème de la Grèce n'est pas la dette, contrairement à ce que les médias disent. Le principal problème de la Grèce, c'est le déficit abyssal de ces échanges, puisque le taux de couverture de long terme, je l'ai mesuré avec beaucoup d'attention, le taux de couverture de long terme des échanges de la Grèce, aussi bien de produits industriels que de produits agricoles, est tenez-vous bien, parce que c'est quand même assez incroyable, de 28%. Ce qui veut dire que lorsque la Grèce importe pour 100 euros de produits industriels et agricoles, elle exporte pour 28 euros. Aucun pays ne peut vivre dans une situation comme celle-là. Vous ne pouvez pas consommer considérablement plus que vous ne produisez. Vous ne pouvez pas importer beaucoup plus que vous n'exportez, parce que ceci génère toute une série de déséquilibres, et la dette n'est en fait que le financement externe du déséquilibre que je viens d'indiquer. Voilà, donc quand on parle d'internationalisation, c'est donc bien de cela dont il s'agit. C'est un processus d'ouverture donc des économies nationales, et cette ouverture se fait, comme je viens de le dire, principalement par des échanges de biens et aussi par des échanges de services. Alors, si maintenant on regarde ce qu'il en est de la mondialisation, cette mondialisation inclut les échanges de biens et de services. Je n'oppose pas l'internationalisation et la mondialisation. Donc la mondialisation inclut bien les échanges de biens et de services. Simplement, elle les prolonge d'une certaine manière, puisque cette mondialisation, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, en fait porte davantage sur la mobilité des facteurs
que sur la mobilité des produits. Alors dans l'analyse économique classique, je ne vais pas vous faire un cours d'économie évidemment, mais dans l'analyse économique classique, on considère qu'il y a deux facteurs, le capital et le travail. Et je pense que si on a des catégories aussi agrégées, si vous voulez, que cela, on ne peut pas produire une analyse suffisamment différenciée. Donc la proposition que je fais consiste à différencier deux catégories de capital et deux catégories de travail. S'agissant du capital, je pense qu'il est extrêmement important de différencier le capital financier. Le capital financier, eh bien, ce sont les capitaux qui transitent par les marchés financiers. Ces capitaux peuvent être des produits financiers classiques, c'est-à-dire des actions, des obligations, des emprunts obligataires d'État. Il peut s'agir de produits dérivés. Donc là, il y a une kyrielle absolument extraordinaire de produits qui circulent sur les marchés financiers. Donc ça, c'est bien le capital financier, dont je vais vous reparler dans quelques instants, que vous ne pouvez absolument pas confondre, de mon point de vue, même s'il y a une zone d'ombre entre les deux, avec le capital productif. Le capital productif, généralement, ce sont les investissements directs. Quand une entreprise française s'implante en Chine, lorsqu'elle ouvre une unité de production, ce n'est pas du capital financier, c'est du capital productif. Lorsque une entreprise allemande prend le contrôle d'une entreprise française, je dis bien le contrôle, pas simplement une prise de participation provisoire, l'achat de quelques actions, on est bien dans un investissement qui est considéré comme étant un investissement portant sur du capital productif. Voilà, donc je crois qu'il est très très important, si c'est pas clair, je reviendrai dans le débat, de distinguer, même s'il y a une zone d'ombre entre les deux, le capital financier et le capital productif. Si j'opère une distinction maintenant au niveau du travail qui est délicate à opérer, je considère que on a deux catégories de travailleurs aujourd'hui. On a une catégorie de travailleurs, ce sont ceux dont les compétences sont reconnues et recherchées, donc c'est très clair. Et puis, vous avez des travailleurs dont je ne dirais pas qu'ils sont incompétents, je dirais simplement que soit leurs compétences sont plus faibles, ils sont plus faiblement qualifiés, soit, ce qui est très fréquent, leurs compétences ne sont plus recherchées. Elles ont pu l'être dans le passé, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Donc je ne dis pas que ce sont des gens qui ne sont pas compétents, je dis simplement qu'ils sont à compétences plus faibles ou des compétences qui sont en partie des compétences obsolètes. Donc voilà quatre catégories avec des frontières. C'est très très difficile de placer la frontière de manière exacte. Elle peut se déplacer au demeurant. Mais je crois que vous allez comprendre assez vite pourquoi il est utile d'opérer cette distinction entre ces quatre catégories. Alors, en fait, l'utilité de la distinction, c'est que ces quatre facteurs ont très clairement une capacité à la mobilité qui est extrêmement différenciée. Elle est extrêmement différenciée parce que, tout simplement, si vous prenez le capital financier, aujourd'hui, c'est un euphémisme de dire que le capital financier est mobile. Puisqu'en réalité, il n'est pas mobile, il est complètement volatile. Il est complètement volatile. Toutes les réglementations, en quelque sorte, qui créaient des contraintes à la mobilité du capital financier ont pratiquement, pour l'essentiel d'entre elles, été supprimées. Et donc, vous pouvez déplacer, en quelque sorte, très aisément, des capitaux financiers sans difficulté majeure. Et vous allez voir dans quelques instants que cette hypermobilité du capital financier a des conséquences qui sont des conséquences extraordinairement importantes. Je dirais que ici on est vraiment à l'instant T, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment déplacer en temps réel du capital financier sans difficulté majeure. Si vous vous interrogez, maintenant vous vous souvenez des quatre catégories, sur les autres catégories, si vous prenez le capital productif, c'est-à-dire en fait les investissements directs qui sont réalisés, investissements directs français en Chine ou je ne sais, le pas de temps n'est pas du tout le même. Le pas de temps n'est pas du tout le même parce que lorsque vous voulez réaliser un investissement en Chine, eh bien vous allez préparer cet investissement. Si vous devez désinvestir, eh bien il y a des irréversibilités. Vous ne pouvez pas désinvestir comme ça, et le pas de temps est plutôt de l'ordre de 2 à 3 ans.
que à l'instant T. Vous n'allez pas investir en Chine à l'instant T ou désengager à l'instant T. Ça n'a aucun sens. Donc ces investissements sont des investissements beaucoup plus longs, avec un temps de préparation, avec un temps de désengagement lié à des coûts irrécouvrables si en effet vous considérez que l'investissement n'est pas profitable. Si vous prenez les travailleurs qualifiés, ou en tout cas ceux dont on reconnaît les compétences, on peut à peu près considérer, et toutes les mesures le montrent, que leur pas de temps est à peu près le même, c'est assez intéressant, que celui du capital productif. C'est-à-dire que lorsqu'un ingénieur, un chercheur, un architecte se déplace, s'expatrie, on utilise parfois ce terme, eh bien il prépare son expatriation pendant 2 ans, 2 ans et demi, et il ne revient pas comme ça. Il prépare son retour au moment même d'ailleurs où il part, et quand on mesure justement, il y a des instruments qui permettent de mesurer ça, on le sait assez bien, on voit que finalement les mobilités temporelles sont à peu près sur des pas qui sont à peu près les mêmes, 2-3 ans si vous voulez, pour le capital productif et les travailleurs dont on reconnaît les compétences. Et reste finalement les travailleurs dont les compétences sont moindres ou moins reconnues, ceux-là même qui étaient les plus mobiles autrefois. Vous voyez, là, de ce point de vue-là, notre monde a beaucoup changé, parce que les fameux travailleurs immigrés ou immigrés, ça dépend comment on regarde, c'était finalement ceux qui étaient les plus mobiles autrefois. C'est très clair, dans les années 50, 60, c'était eux qui étaient mobiles. Et ceux-là, aujourd'hui, leur mobilité est très fortement découragée. Aucun gouvernement aujourd'hui n'accueille aisément, spontanément, des travailleurs dont les compétences ne sont pas reconnues. Vous le savez très bien. Je dirais que à la mobilité de ces travailleurs, donc aujourd'hui qui est très contrainte, répondent les processus de délocalisation. Parce que en fait, plutôt que de faire venir ces travailleurs, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais ça se fait de manière très contrainte. Plutôt que de faire venir ces travailleurs sur nos territoires, on préfère leur dire restez là où vous êtes, et on va déplacer l'outil de production, on va donc délocaliser. Et la délocalisation, faites bien attention parce que cette délocalisation, pour qu'on puisse véritablement parler de délocalisation, il faut toujours que 3 conditions soient réunies. Il faut, c'est la première condition, une fermeture d'unité de production, ou du moins une désactivation dans le pays d'origine. Donc c'est pas nécessairement une fermeture totale, mais en tout cas c'est une désactivation. Un transfert de l'activité de production à l'étranger, avec ou sans investissement direct, parce que vous pouvez transférer une activité à l'étranger en contractant avec un fournisseur local, un fournisseur local, c'est pas nécessairement, vous n'allez pas nécessairement ouvrir une unité de production. Et une fois que cette activité de production a été réalisée à l'étranger pour des motifs de coût ou d'accès à certains facteurs, eh bien la production revient sur le pays ou sur les marchés d'origine. Ça c'est très important parce que si vous définissez les délocalisations autrement que la manière dont je viens de le faire maintenant, vous allez complètement brouiller le message et vous allez confondre des processus de délocalisation qui sont fondamentalement générés par des différentiels de coûts ou de taux de change avec des opérations de redéploiement mondial qui consistent à entrer sur certains marchés pour vendre sur ces marchés et non pas pour faire revenir la production dans le pays d'origine. Alors, pour en revenir à ce que je souhaite vous dire là, vous voyez donc bien qu'on a affaire à 4 facteurs dont les capacités à la mobilité sont extrêmement différenciées, puisque vous avez un capital financier qui est hyper mobile et qui est volatile, des travailleurs dont les compétences sont faiblement reconnues à tort ou à raison, et que l'on pousse finalement à être le moins mobile possible. Entre les deux, le capital productif et les travailleurs dont les compétences sont reconnues, qui sont mobiles, mais avec des pas de temps qui n'ont rien à voir avec celui, bien sûr, du capital financier. Voilà, donc un spectre, si vous voulez, de mobilité, pour le dire autrement, qui est extrêmement écarté. Eh bien, lorsque on a à l'esprit ce que je viens de vous dire, et que l'on regarde comment se répartit ce que l'on peut considérer être le revenu
mondial, puisqu'on peut calculer ce qu'est ce revenu mondial. Aujourd'hui, on a les instruments de mesure de ce revenu mondial. Eh bien, on voit bien que ce revenu mondial se répartit de manière extraordinairement inégalitaire. En d'autres termes, ce sont les facteurs les plus mobiles qui ramassent la mise. Et un peu comme, si vous voulez, dans un phénomène de cascade, vous avez donc le premier acteur qui est le plus mobile, qui ramasse le premier. Tout ce qu'il peut ramasser, alors je peux vous donner des chiffres évidemment, et quand il s'est servi, eh bien se servent à ce moment-là les autres acteurs ou les autres facteurs, donc le capital productif ou encore les travailleurs dont les compétences sont reconnues. Mais je vous ferai remarquer que la rentabilité du capital financier aujourd'hui, telle qu'on peut la mesurer, elle est de l'ordre de 18 à 20% par an, ce qui est considérable, et ce qui est plus élevé qu'en 2008. Quand même, donc c'est assez étrange, si vous voulez. Alors que la rentabilité économique, et non pas la rentabilité financière, la rentabilité économique d'un investissement direct, ça dépend des secteurs, des branches, des pays. Voilà, c'est entre 6 et 8%. Mais vous voyez que c'est quand même pas la même chose d'avoir une rentabilité financière de 18 ou d'avoir une rentabilité économique de 6 à 8%. Et lorsque vous comparez l'évolution des revenus des travailleurs, eh bien, selon qu'ils sont qualifiés, qu'ils parviennent à négocier leur qualification en jouant éventuellement de la menace de mobilité. Si vous ne me payez pas ce que j'attends, eh bien moi j'irai travailler tout simplement ailleurs. Eh bien, ces travailleurs mobiles, plus mobiles que les autres, négocient très bien leur rémunération. Et en revanche, eh bien ceux qui négocient très mal parce qu'ils sont pas en quelque sorte en position de négociation parce qu'ils ne sont pas en position de mobilité, ce sont les travailleurs dont les compétences ne sont pas reconnues. Et dans certains articles que j'ai écrits, j'ai utilisé un terme qui m'a été beaucoup reproché. J'ai utilisé un terme qui est le terme de résidu pour simplement dire que leur rémunération est un résidu. C'est pas eux qui sont un résidu, évidemment, mais c'est leur rémunération qui est un résidu au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que c'est ce qui reste lorsque les autres facteurs ont été rémunérés. Donc j'espère que ce que je vous dis est à peu près clair. Et donc vous comprenez bien que ce processus de mondialisation qui tient sur deux propositions finalement. Première proposition, on a 4 facteurs dont la vitesse de mobilité est très écartée. Seconde proposition, la rémunération de ces facteurs est calée sur leur capacité à se mouvoir. Eh bien, lorsque vous combinez ces deux propositions, eh bien, la mondialisation, on peut dire que c'est un processus intrinsèquement inégalitaire. Vous voyez, ça c'est très important. C'est-à-dire que la mondialisation n'est pas un processus avec une conséquence latérale fâcheuse, si vous voulez, qu'il faudrait essayer de réguler. La montée des inégalités. La montée des inégalités est au cœur du processus de mondialisation. C'est pas une conséquence latérale fâcheuse. C'est vraiment le cœur du processus de mondialisation tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors, si maintenant je reste sur le registre des grandes mutations, donc j'espère que vous ne perdez pas, je suis toujours dans les grandes mutations. Donc la première grande mutation pour moi, c'est le passage donc de l'internationalisation à la mondialisation. La deuxième grande mutation, c'est le passage de la firme multinationale, celle dont vous avez entendu parler dans les années 80-90. On parlait beaucoup de firmes multinationales dans les années 90. Aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de firmes multinationales. Ça a disparu du langage des économistes. On parle beaucoup plus de firmes globales que de firmes multinationales. Et ces firmes globales, eh bien, sont souvent des firmes financiarisées et qui fonctionnent en réseau. Alors, je vais essayer d'expliquer cela en n'étant pas trop long, j'espère. Donc, si je m'intéresse à la firme multinationale, eh bien, ces caractéristiques jusqu'au tournant du siècle, bon, c'est approximatif, bien sûr, c'est que ces firmes multinationales, en dépit de leur désignation multinationale, gardent quand même une attache très forte avec leur nationalité d'origine. C'est-à-dire que vous dites multinationale, mais en fait la multinationale, elle est quand même d'origine allemande, elle est d'origine américaine, elle est d'origine française. Voilà, donc ces fameuses multinationales conservaient quand même, une attache
nationale très forte. Et en effet, quand j'étais au commissariat au plan, j'avais initié un groupe de travail sur la nationalité de l'entreprise qui montrait bien, si vous voulez, que les multinationales conservaient quand même cette attache multiple d'ailleurs, par le capital, par les centres de recherche-développement, par les sièges sociaux, par la personnalité des dirigeants, avec une nationalité d'origine. Alors, ces firmes multinationales, eh bien, leur logique demeurait quand même globalement une logique industrielle. Une logique industrielle avec un objectif central, c'était la compétitivité. Et la compétitivité, c'était un mélange de compétitivité prix hors prix. C'était une compétitivité qui était mesurée généralement par l'accroissement des parts de marché. On était quelque part dans un univers, si vous voulez, où finalement les déterminants, en quelque sorte stratégiques, étaient des déterminants de type industriel. Alors je vous dis pas que ça a disparu, mais vous allez voir qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus expliquer les groupes à caractère global dans ces termes-là. Et ces firmes-là étaient encore très largement intégrées. Très largement intégrées, ça signifie quoi? Ça signifie que leur production interne était très forte, et le ratio qu'on utilise habituellement pour mesurer l'intégration d'une entreprise, c'est le ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la valeur de ses ventes, évidemment. La valeur ajoutée, c'est ce qu'elle produit en interne. Donc, vous aviez des entreprises avec des ratios valeur ajoutée sur chiffre d'affaires de 50, 60%, 70%. Daimler, par exemple, que vous connaissez, Daimler-Benz, a eu pendant très longtemps des ratios de 60-70%. Ça veut dire que quand vous achetiez, par exemple, une Mercedes, qui est une des filiales de Daimler, vous aviez 70% de la voiture qui était fabriquée dans les usines Daimler, généralement d'ailleurs en Allemagne. Voilà. Donc, si vous voulez, ces firmes là, je synthétise, elles conservaient une forte attache nationale, pluridimensionnelle, leur logique était industrielle, et elles étaient très fortement intégrées. Alors maintenant, lorsque vous regardez la firme globale, cette firme globale, je pense qu'il est erroné de considérer qu'elle n'a pas de nationalité. Ça, je pense, c'est une erreur qui est grave, de dire qu'elle n'a pas de nationalité. En fait, il faut plutôt dire qu'elle a toutes les nationalités. Ça me paraît beaucoup plus juste. Ça signifie que quand elle est en Allemagne, elle va apparaître comme étant une firme allemande. Quand elle est en France, elle va apparaître comme une firme française, etc., etc. Quand elle est aux États-Unis, elle est américaine. Bon. Je pense qu'un bon indicateur, si vous voulez, de stratégie de ce type-là, c'est lorsque la firme change de nom. Lorsqu'elle change de nom et que elle ne s'appelle plus Rhône Poulenc, ne s'appelle plus Veolia, Compagnie Générale des Eaux, excusez-moi justement, ne s'appelle plus, elle change de nom, elle s'appelle plus Crédit Lyonnais, elle change de nom, elle essaye de se débarrasser en quelque sorte de ce qui apparaît comme étant une attache nationale trop forte. Et donc vous avez une kyrielle d'entreprises aujourd'hui qui se termine pour une bonne partie d'entre elles avec IS. Je n'ai rien à voir avec ces entreprises. Donc voilà, Vivendi, c'est pas Vivendi, je plaisante, mais Aventis, Natixis, toutes ces entreprises qui ont changé de nom et qui adoptent des noms souvent que l'on prononce assez aisément dans tous les pays du monde, tant et si bien qu'un Américain peut être convaincu que Danone c'est vraiment une entreprise américaine, alors que Danone c'est évidemment BSN, Gervais Danone, mais vous imaginez un Américain dire BSN, Gervais Danone. Bon, Danone, c'est évidemment, ça fait beaucoup plus américain, comme Jean-Baptiste sait, comme tout le monde le sait. Voilà. Alors, donc ces firmes globales, elles tendent à revêtir toutes les nationalités plutôt qu'aucune nationalité. Ces firmes globales, elles sont très fortement financiarisées. Ça, c'est aussi une caractéristique, c'est-à-dire que j'aurais presque envie de considérer que les déterminants industriels de leur stratégie passent au second plan. Les déterminants premiers, ce sont vraiment des déterminants financiers. Ceux qui pilotent ces entreprises, ce sont d'ailleurs des financiers, dans la plupart des cas. Et les fameux reportings qui sont faits tous les 3 mois par ces firmes globales sont bourrés de ratios financiers dans tous les sens, comportent quelques indicateurs économiques, mais
vraiment, les indicateurs économiques sont mis en annexe quelque part, mais c'est surtout des indicateurs à caractère financier. Et pour résumer, si vous voulez, je dirais que la relation entre l'investissement, qui est véritablement l'acte industriel par excellence, l'investissement, et la finance, est une relation qui est complètement inversée. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pendant très longtemps, qu'est-ce qu'on demandait au directeur financier ? On demandait au directeur financier, on lui disait, voilà, il y a un investissement, c'est celui-ci, je sais que je veux le faire, dis-moi comment je vais trouver le bon mix de financement pour financer cet investissement. Est-ce qu'il faut que je réinvestisse des bénéfices ? Est-ce qu'il faut que j'emprunte ? Est-ce qu'il faut que j'émette de nouvelles actions ? Comment est-ce que je dois m'y prendre ? Éventuellement en jouant de l'effet de levier, mais je connais mon investissement. Donc je demande au directeur financier de me dire comment il faut faire pour financer l'investissement. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. C'est plus je connais mon investissement et je vais rechercher les meilleures modalités de financement. C'est aujourd'hui, je connais ma norme de rentabilité. Je sais que je dois atteindre une norme de rentabilité qui est celle-là, celle qui est imposée par les actionnaires ou les marchés financiers. Et à partir de là, je vais sélectionner les projets d'investissement qui coïncident bien avec la norme de rentabilité. Hein. Donc vous voyez qu'il y a véritablement une inversion du lien entre finance et investissement. Hein. C'est non pas la finance au service de l'investissement, mais plutôt l'investissement au service de la finance. Enfin, si vous vous souvenez de la troisième caractéristique de la firme dont je parlais tout à l'heure, hein, de la firme multinationale, dont je vous disais qu'elle était très intégrée, les firmes globales sont au contraire, elles, très fortement désintégrées ou elles ont fortement externalisé leurs activités. Hein. Au point que, au début des années 2000, il y a eu des choses extraordinaires, bien décrites aux États-Unis. On appelait ça les hollow corporations. En fait, elles avaient tout externalisé. C'est-à-dire que l'entreprise ne produisait rien, l'entreprise ne faisait pas de recherche, l'entreprise n'avait pas de service marketing. En fait, vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise fantôme, hein, Hollow Corporation, hein. En fait, n'ayant aucune activité interne, ayant externalisé la totalité de son activité, la totalité de ses fonctions. Alors, évidemment, il y a eu un certain nombre d'incidents assez graves en bourse qui ont remis en cause ce type de modèle économique, si on veut parler de modèle économique, mais néanmoins, la logique de l'externalisation reste aujourd'hui une logique extraordinairement puissante. Hein. Si vous prenez un exemple que je connais bien, parce que c'est l'exemple de la ville dans laquelle j'habite, Toulouse, l'exemple d'Airbus. Airbus est une entreprise, c'est un groupe, hein, mais la partie aéronautique de cette entreprise, la filiale Airbus Industrie, pour l'appeler avec précision, eh bien, le taux d'intégration, hein, vous vous souvenez que c'est le ratio valeur ajoutée sur chiffre d'affaires, le taux d'intégration sur un avion comme l'A380, il est à peu près de 20%. 20%, ça signifie que 80% de la valeur de l'appareil sont produits à l'extérieur de l'entreprise. Hein. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Donc finalement, sur un appareil comme l'A380, qu'est-ce qui est du ressort d'Airbus même ? C'est les études de conception et encore, hein, parce que elles ont été en grande partie externalisées auprès de bureaux d'études. Et puis il y a l'assemblage. Hein. Finalement, c'est ça, hein, c'est l'assemblage. Et aujourd'hui, Airbus se pose la question de l'externalisation des activités d'assemblage. Hein. Donc, vous voyez, 20%, il se peut très bien que dans quelques années, le taux d'intégration baisse encore. Hein, et ça plaît beaucoup aux financiers, parce que ça veut dire que le risque sur le capital est très faible, hein, évidemment, puisque vous ne mettez pas d'argent, hein, vous externalisez tout. Hein. Si vous prenez un groupe comme Sanofi, dont le modèle économique était très intégré, avec une recherche et développement interne très, très puissante, à Toulouse, a fermé tout simplement son centre de recherche sur le cancer. Hein. Tout simplement, en licenciant 700 chercheurs qui travaillaient sur le cancer, et en retenant simplement sur les 700 100 chercheurs,
dont le seul objectif est d'identifier dans l'environnement quelles sont les startups qui produisent des choses intéressantes, quels sont les brevets que Sanofi pourrait racheter, mais en ayant complètement externalisé l'activité de recherche qui était jusqu'alors internalisée. C'est très dangereux, hein, je ne vais pas développer cela, parce que si vous le souhaitez, on pourra développer dans la discussion, mais c'est très dangereux parce que les entreprises qui externalisent comme ça toute leur production, qui externalisent toute leur recherche-développement, eh bien ça vous donne le schéma d'Alcatel, qui pendant quelques années a fait de super profits, mais vous perdez complètement votre cœur de compétences industrielles. Et est-ce que vous êtes même capable d'identifier après les bonnes entreprises à racheter si vous n'avez plus rien en interne? On peut fortement douter. Vous pouvez peut-être le faire pendant 3-4 ans parce que vous avez maintenu pendant 3-4 ans vos savoir-faire, mais si vous ne les avez pas développés, eh bien vos savoir-faire ils finissent par devenir obsolètes et vous n'êtes même plus capable en réalité de sélectionner les bonnes entreprises, les bons brevets. Voilà. Donc je crois que Alcatel, c'est malheureusement la raison de l'échec d'Alcatel. C'est celle-là. Hein. Et rappelez-vous peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, Alcatel, c'est l'entreprise qui avait dit qu'elle allait fermer toutes ses usines. Est-ce que vous vous rappelez de ça, hein? L'entreprise sans usine. C'était Alcatel, hein, c'était exactement ça. Hein. Bon. Alors voilà donc cette firme emblématique d'un nouveau type. Alors maintenant, je vais évoquer peut-être plus rapidement quand même les transformations des systèmes productifs. Bon, je pense que dans les transformations des systèmes productifs, il y a une sorte de glissement que je considère être un glissement entravé vers une économie de la connaissance. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début des années 2000, on a beaucoup parlé de l'agenda de Lisbonne. Okay. Après, on a essayé de remettre ça un peu en selle avec la stratégie Europe 2020. Et l'idée principale, c'était de dire, eh bien, on va faire de l'Europe la zone la plus compétitive du monde, en mettant l'accent sur l'économie de la connaissance. Il y a eu énormément de rhétorique sur cette idée. La compétitivité, c'est en fait l'économie de la connaissance. De fait, je considère que c'est une très bonne stratégie, hein, là il n'y a pas de doute, hein, mais dans les faits, quand j'utilise le terme entravé, c'est pour dire que cette stratégie qui est une stratégie de long terme, ça c'est très important de bien comprendre ça, hein, c'est que c'est une stratégie de long terme, eh bien se heurte à toute une série de difficultés aujourd'hui, hein, que j'ai essayé de synthétiser. Les difficultés financières des États, qui font que, par exemple, hein, les dépenses d'éducation sont des dépenses qui résistent mal aux coupes budgétaires. On le sait très bien en France. On le sait très bien d'ailleurs dans le monde universitaire aujourd'hui. Hein, il vous suffit de regarder la presse des derniers jours. Hein. Donc les États ont plutôt tendance ça peut paraître incroyable, mais ils ont plutôt tendance à sacrifier en quelque sorte les dépenses de préparation du long terme. Donc les dépenses d'éducation, de formation, de recherche. Les entreprises financiarisées, les dépenses de recherche, elles aiment pas trop, parce que les dépenses de recherche, c'est toujours aléatoire. Vous faites de la recherche, vous avez trouvé ou pas? Vous savez pas quand vous faites des dépenses de recherche. Bon, donc le staff financier des entreprises n'apprécie généralement pas les dépenses de recherche et préfère largement l'externalisation de l'activité de recherche que j'évoquais il y a quelques instants. Et j'ajouterais à cela, parce que ces deux premiers éléments, je pense que vous les connaissiez, j'ajouterais à ça, en fait, une représentation qui me semble, surtout en France, d'ailleurs, bien davantage en France qu'en Allemagne, une représentation obsolète du travail. Et quand je parle de représentation obsolète du travail, je veux dire par là qu'en France, on continue, au gré des rapports qui sont faits, et parfois qui sont des rapports très bien faits, hein, je pense au rapport gallois, on continue de considérer globalement le travail comme étant un coût. Donc dans la tête des économistes, comme dans la tête d'ailleurs des hommes politiques, le travail c'est un coût. Le coût, ça grève la compétitivité, et donc il faut absolument diminuer les coûts du travail pour améliorer la compétitivité coût et la compétitivité prix. Et ça, je considère que c'est gravissime. C'est une erreur gravissime qui est même passée dans le langage, puisque vous aurez observé qu'on ne parle plus de cotisation sociale, mais on parle de charge sociale.
Personne ne parle plus de cotisation sociale, on ne parle plus que de charge sociale. Et si vous parlez de charge sociale, mais par définition, si c'est une charge, vous ne pouvez vouloir que l'alléger. Donc là, on est dans des univers, si vous voulez, de représentation où le travail est vraiment considéré comme étant un coût, ça coûte trop cher, il faut remplacer le travail par du capital, et les économistes savent très bien faire ça, ils savent très bien calculer comment il faut, voilà, on appelle ça un taux marginal de substitution, on calcule ça en fonction du prix relatif des facteurs. Bon, tous ceux qui ont fait ça en première année d'économie s'en souviendront ici. Et je pense que cette représentation du travail est complètement obsolète. Elle est complètement obsolète parce que la conception du travail qui permet aux entreprises d'innover, c'est une conception du travail qui va au contraire estimer que le travail n'est pas un coût, mais c'est un apport de compétences. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je ne vois pas, à vrai dire, comment une entreprise, petite, moyenne ou grande, peut prétendre innover en tenant un discours sur le travail qui est un discours, le travail est un coût, il faut le réduire. Ce n'est pas possible. Parce que qui innove dans l'entreprise ? L'innovation, c'est pas un phénomène abstrait, c'est pas un phénomène qui vient de l'extérieur, c'est pas un changement technologique qui arrive sur un petit nuage. L'innovation, ce sont tout simplement des acteurs qui interagissent, qui sont confrontés à des problèmes qui sont des problèmes souvent inédits. Et ces problèmes inédits, la première tâche, ça va être d'essayer de les formaliser, de les comprendre, de mettre des mots. La tâche corollaire, ça va être d'identifier les compétences complémentaires pour formaliser le problème et finalement pour le résoudre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'activité d'innovation, c'est une activité interactive de changement qui est portée par des êtres humains. Vous savez, les êtres humains, c'est les petites choses qui bougent là. Vous voyez, ce que les économistes ignorent complètement. Les économistes, il y a toute une littérature que mes collègues ici présents connaissent très très bien, qui considèrent que l'innovation, c'est du changement technologique, voilà. Mais on oublie la dimension humaine qui est extrêmement importante. Et si on maintient une vision du travail qui est une vision du travail, le travail c'est d'un coup, il faut le réduire. Eh bien, je pense que c'est totalement orthogonal avec l'innovation. Et quand on essaie d'expliquer pourquoi les entreprises allemandes innovent mieux, innovent plus d'ailleurs, ça se mesure. Il y a différents systèmes explicatifs, mais il y a, je pense, un système explicatif qui est très très pertinent, qui consiste à dire, oui, mais la représentation du travail dans les entreprises allemandes n'est pas la représentation du travail dans les entreprises françaises. Alors je vous dis pas que les Allemands ignorent les coûts, je vais surtout pas dire ça, mais vous savez très bien que la compétitivité allemande, elle est quand même pas centralement une compétitivité coût et prix. Elle est évidemment une compétitivité sur l'innovation, la qualité des produits. Et cette compétitivité-là, vous ne pouvez pas la tenir en disant aux salariés, vous n'êtes qu'un coût salarial et je vais réduire le coût salarial. Ça, c'est quelque chose qui est complètement orthogonal. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, on a quand même un glissement vers l'économie de la connaissance qui est très fortement entravé par ces difficultés à élaborer ces stratégies de long terme. Alors, ce que l'on pourrait, une question qu'on pourrait se poser, mais je vais pas trop insister là-dessus parce que on a déjà, le temps passe et on en a déjà un peu parlé. C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que dans les objectifs à la fois privés et de stratégie publique, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de glissement qui s'opère actuellement d'une logique de compétitivité à une logique d'attractivité. Vous aurez remarqué que dans le discours économique, dans le discours politique, le terme de compétitivité continue d'exister, mais celui d'attractivité, et toutes les mesures sémantiques le montrent bien, celui d'attractivité est beaucoup plus important, il devient beaucoup plus fréquent, si vous voulez, que celui de compétitivité. Donc tout se passe comme si, en fait, les territoires, les économies nationales devaient d'abord être attractives. Voilà, ça c'est l'élément central, et comme je disais tout à l'heure, cette attractivité consiste à attirer, bien sûr, mais surtout retenir. Ça, je crois que c'est un élément important. Donc les facteurs qui sont les plus mobiles, et je rappelle ici ces facteurs. Alors, quand on prend les indicateurs d'attractivité, toujours dans cette logique d'un passage entre compétitivité et attractivité, il y en a toute une série là qu'on peut évoquer. La localisation des sièges sociaux, c'est souvent un indicateur qui est utilisé, mais on oublie trop souvent la localisation des fonctions stratégiques des entreprises. Il n'y a pas que les sièges sociaux.
Les sièges sociaux, c'est intéressant du point de vue financier, mais il n'y a pas que les sièges sociaux. La localisation des lieux de recherche, la localisation des lieux où les productions sensibles se font, c'est-à-dire les productions à très forte valeur ajoutée, la localisation du marketing, ça c'est extrêmement important. Les indicateurs d'attractivité, ce sont bien sûr les investissements entrants. Donc, quand on considère qu'une économie est attractive, eh bien, on mesure, les investissements qui entrent dans cette économie. C'est ce qui a fait dire pendant très longtemps, mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, que la France était plus attractive que l'Allemagne. Parce que, en effet, pendant très longtemps, les investissements directs entrants en France étaient plus importants que les investissements entrant direct en Allemagne. Au demeurant, je voudrais rappeler que de ce point de vue-là, la France est un pays carrefour, en ce sens qu'il y a beaucoup d'investissements directs entrants, mais les firmes françaises investissent considérablement à l'étranger, et jusque dans un passé très récent, les firmes françaises, en valeur absolue, les firmes industrielles françaises, en valeur absolue, investissaient plus que les firmes industrielles allemandes. Alors que le poids industriel de l'Allemagne est beaucoup plus fort que le poids industriel de la France, eh bien, alors que le poids industriel français est plus faible que le poids industriel allemand, en valeur absolue, les firmes françaises investissaient beaucoup plus à l'étranger que les firmes allemandes. En d'autres termes, si vous voulez, le schéma allemand reste un schéma très marqué par l'internationalisation. En clair, la firme allemande typique, elle continue de produire en Allemagne et elle exporte. D'ailleurs, si ce que je vous dis était faux, il n'y aurait pas d'excédents commerciaux d'Allemagne. Si l'Allemagne a une balance commerciale qui est extrêmement excédentaire, c'est donc bien que la production se fait, en tout cas la production à forte valeur ajoutée, se fait sur le territoire allemand et est exportée. Alors que les firmes françaises sont plus dans une logique de mondialisation, en n'hésitant pas du tout à se rapprocher des marchés sur lesquels elles vendent et à produire directement sur place. Et évidemment, si elles font cela, vous comprenez bien que le flux d'exportation à partir de la base productive française est évidemment minoré. Hein. Vous comprenez cela. Hein. Alors peut-être on reviendra sur les motifs qui font que les firmes allemandes produisent davantage sur sol que les firmes françaises, parce qu'il y a des explications qui sont très très fortes hein, pour cela. Et parmi les indicateurs d'attractivité, on a la croissance du nombre de knowledge workers, donc c'est les fameux travailleurs dont je parlais tout à l'heure, et aussi de ceux que l'on appelle les créatifs. Donc c'est aussi un point qui est souvent souligné par les études empiriques et aussi par certaines études plus conceptuelles, qui montrent que les régions en quelque sorte les plus dynamiques, ce sont des régions où il y a à la fois les knowledge workers et aussi les créatifs, c'est-à-dire les artistes qui viennent s'implanter et qui coexistent, qui convivent avec les knowledge workers. Alors j'en arrive maintenant, enfin, me direz-vous peut-être, au renouveau des dynamiques territoriales. Alors, je vais essayer de vous dire l'essentiel. Hein. Dans le propos que je voudrais essayer de développer ici, je considère que les approches que nous avons du territoire, très souvent, sont des approches extraordinairement statiques. Statique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que souvent, on postule le territoire, on dit le territoire existe, voilà, et puis, eh bien, je vais vous montrer, le territoire en question, c'est tant d'habitants, tant d'entreprises, tant d'universités. Donc quelque part, on postule le territoire, on fait absolument l'hypothèse que le territoire existe, et le territoire est considéré le plus généralement comme étant un territoire borné géographiquement, ce qui, du point de vue de l'acteur public, a un sens, hein, évidemment. Mais du point de vue de la logique économique, on a beaucoup moins. Alors, la proposition que je fais, c'est tout en considérant qu'on peut appréhender le territoire comme je viens de le dire, c'est qu'il est probablement plus intéressant d'appréhender le territoire de manière dynamique. Et si vous appréhendez le territoire de manière dynamique, alors on peut considérer que le territoire, eh bien, n'existe. Oui, donc je ne le postule pas. Il n'existe que s'il se trouve au croisement de trois proximités. Et les trois proximités ne vont pas de soi. Vous avez une première proximité qui est peut-être la plus intuitive, hein, la plus évidente. C'est une proximité spatiale ou géographique qui font que les acteurs, eh bien, sont
proches les uns des autres. Hein. Là, il y a des débats à non plus finir pour savoir si la proximité, vous devez la mesurer en kilomètres, si vous devez la mesurer en temps. Probablement, c'est plus en temps que en kilomètres. Alors, est-ce que c'est 1 heure, 10 minutes? Bon, ça, je vais peut-être pas rentrer trop dans ces logiques-là. Je pense que la proximité spatiale ou géographique, en fait, pour bien la mesurer, je crois qu'il faut comprendre qu'elle est relative et qu'elle dépend du problème. Et qu'elle dépend de celui qui observe. C'est-à-dire que si celui qui observe est très loin, ou au contraire très près, la relation de distance spatiale entre les deux acteurs qui m'intéressent va être totalement modifiée. C'est-à-dire que si je me pose la question, est-ce que Paris est loin de Toulouse, ou au contraire très près, la réponse ne sera pas la même selon que j'observe de Brive-la-Gaillarde ou que j'observe de Tokyo. C'est la position, si vous voulez, de l'observateur qui va en réalité déterminer la distance relative entre les deux acteurs qui m'intéressent. Bon, mais ça c'est un débat qui est un débat considérable. Si vous souhaitez qu'on revienne dessus, je le ferai, mais je voudrais surtout insister sur le fait que la proximité ne peut pas être que spatiale ou géographique. C'est tout simplement pas possible. Cette proximité, vous devez la décliner autrement. Parce que si vous n'avez qu'une proximité spatiale ou géographique, alors vous aurez un lieu et vous n'aurez pas de territoire. Pour avoir un territoire, cette proximité géographique ne suffit pas. Tout simplement parce qu'un territoire, c'est un système. Ça, c'est vraiment très, très important de bien intégrer ça. C'est un système. Et un système est toujours marqué. L'unité élémentaire d'un système, c'est l'interrelation. C'est clair. Vous n'allez pas mesurer ou évaluer un système par le nombre d'acteurs. Un système, ce sont les relations qui existent entre les acteurs. Donc, c'est justement ces relations qui m'intéressent moi. Et la deuxième proximité, que j'aurais plutôt envie de considérer comme étant une proximité de type économique. La première, elle est géographique. J'aurais pu mettre proximité géographique en rang 2, économique en rang 2. Cette proximité, c'est une proximité qui porte sur des actifs qui sont potentiellement complémentaires. Potentiellement complémentaires, ça veut dire que si moi j'ai certaines compétences et vous d'autres, si j'ai du temps, vous avez de l'argent, si j'ai un actif et vous en avez un autre, eh bien, en fonction du problème ou du projet que nous voulons développer ensemble, eh bien la complémentarité va s'organiser. Elle va s'organiser en fonction du problème. C'est-à-dire que on est bien dans une situation où je vais rechercher des compétences complémentaires pour résoudre un problème particulier. Okay ? Si je change de problème, je ne vais pas reprendre les mêmes actifs. Je vais à ce moment-là redistribuer les actifs et voir quels sont les actifs qui sont complémentaires pour un autre problème. Okay, donc, les actifs ne sont pas intrinsèquement complémentaires. C'est ça ce que je voudrais vous faire comprendre. C'est qu'ils sont complémentaires en fonction du problème qui est posé. Mais alors, maintenant, si vous voulez, il y a quand même une dimension maintenant que les économistes, que je vais introduire maintenant, avec laquelle les économistes ont du mal. Les économistes pourraient penser que si je suis proche d'un acteur dans l'espace, proximité géographique, et que nous détenons ensemble des actifs qui sont complémentaires pour résoudre un problème, les économistes vont vous dire, eh bien, la probabilité de coopération, elle est très forte. Eh bien, moi, je vous dis qu'elle n'est pas très forte. Parce qu'il y a une troisième dimension de la proximité qui est extrêmement importante, c'est la proximité culturelle. Ça veut dire que si vous avez une proximité géographique et une proximité économique comme celle que je viens d'expliquer, vous avez une sorte de, de promesse de coopération, de promesses potentielles de coordination, mais s'il n'y a pas de relation de confiance avec l'acteur avec lequel vous pourriez coopérer, eh bien la coopération ne se fera pas. En d'autres termes, ça ne se réduit pas à un problème de calcul économique. J'espère que vous me comprenez bien là. Vous pouvez poser le problème en termes de calcul économique, mais ici il y a une dimension culturelle, parce que je ne sais pas trop l'appeler autrement, qui va faire que cette promesse va en effet se concrétiser ou pas. Mais si vous n'avez pas de relation de confiance, si vous ne partagez pas les mêmes valeurs, s'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance, eh bien, cette promesse de coopération a toutes les chances de ne pas se produire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui reste, une fois que la coopération a eu lieu, lorsque le projet est terminé, ce qui reste, ce qui est très important, c'est la mémoire des coopérations qui ont fonctionné. C'est-à-dire que si les acteurs ont coopéré,
ont résolu un problème, ont développé un projet et ont en effet testé la complémentarité potentielle de leurs actifs. Et que, en quelque sorte, ils se sont appréciés mutuellement. Ils ont pu tester la relation de confiance. Alors vous avez là un patrimoine, en quelque sorte territorial, qui est disponible. Et ce patrimoine territorial, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la mémoire des situations de coordination antérieures réussies. Et ça pèse, c'est un patrimoine immatériel évidemment, ça pèse beaucoup plus que toutes les infrastructures du monde, que toutes les bretelles d'autoroute, toutes les liaisons haut débit que vous souhaitez. Le territoire, là, c'est un territoire vivant, et c'est un territoire qui reste dans la mémoire des acteurs, et plutôt que d'aller coopérer très loin avec des acteurs que finalement les acteurs du territoire ne connaissent pas, eh bien ils vont coopérer à proximité parce qu'ils ont trouvé les compétences et les relations de confiance qui leur sont indispensables. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous demande vraiment de bien intégrer. Mais on pourra revenir si vous le souhaitez dessus. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que si on essaye de construire des stratégies publiques de développement à l'échelle d'un territoire, il me semble qu'il y en a 3. Ce sont des idéotypes. 3, et les 3, vous allez rarement les trouver à l'état pur, hein, et de plus, j'indique qu'ils ne sont pas exclusifs, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir une forme toute seule, ou 2 formes, voire les 3 formes, voilà, et si vous le souhaitez, je pourrais vous expliquer en quoi, à Toulouse par exemple, on a bien la coïncidence de ces 3 modes de développement local ou territorial. Alors, les 2 premiers, je pense que vous allez les comprendre aisément. Le premier, c'est l'agglomération. L'agglomération, c'est typiquement, si vous voulez, ce qu'on va retrouver dans les zones d'activité, dans les zones industrielles, voire même dans certaines technopoles, où on va concentrer des laboratoires de recherche. Et en fait, on fait l'hypothèse que en agglomérant, en concentrant sur un même espace des acteurs, on va produire ce que les économistes appellent des économies externes d'agglomération. Voilà le terme consacré par la littérature économique. On va produire des économies externes d'agglomération. Donc on ne va pas implanter un aéroport pour 3 entreprises, mais par contre, s'il y en a 50 ou 500, idem pour les infrastructures haut débit. Donc voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est grosso modo, en espérant ne pas vexer qui que ce soit ici, c'est ce que font bien ou assez bien les aménageurs. Donc ils aménagent des zones d'activité, ils aménagent des zones industrielles, voilà, et ça peut même aller très loin avec la construction de bâtiments intelligents. Je ne vous dis pas que c'est inutile, mais ce que je vous dis, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Jamais vous ne produirez un effet d'ancrage territorial sur une stratégie de ce type-là. Parce que cette stratégie, la meilleure des choses qu'elle peut faire, c'est produire des économies externes d'agglomération. Il ne faut pas attendre, si vous voulez, autre chose que des économies externes d'agglomération. En d'autres termes, si une entreprise est localisée dans une zone d'activité, vous n'empêcherez jamais sa délocalisation dans une autre zone d'activité qui disposerait des mêmes avantages génériques à un coût plus faible. Et je travaille beaucoup avec les acteurs de Midi-Pyrénées, justement, qui font de l'aménagement pour essayer de leur montrer que cette stratégie-là, aujourd'hui, elle a atteint, mais vraiment de manière maximale, ses limites. L'idée qu'il suffit d'avoir du foncier, des infrastructures, du haut débit pour être sûr que les entreprises vont venir, qu'elles vont évidemment coopérer et rester là, c'est une illusion pure. Ça, c'est extrêmement dangereux. Cette époque-là est, de mon point de vue, révolue. Alors, vous avez une autre stratégie qui est une stratégie bien connue. C'est la stratégie que la DATAR a promue pendant très très longtemps. C'est les fameux SPL que vous connaissez, les systèmes productifs localisés, où on va chercher en quelque sorte à ancrer territorialement des activités sur un territoire parce que le territoire en question est extrêmement spécialisé. Voilà, donc on va constituer des systèmes autonomes de petites et moyennes entreprises où on va développer des relations autour d'un grand groupe très spécialisé avec des fournisseurs dans le même secteur. Voilà. Et généralement, cette stratégie qui fonctionne bien, il n'y a pas de... Cette stratégie, elle est fondée sur un triptyque qui est la base industrielle, la recherche et la formation. Donc ça fonctionne généralement comme ça. Donc il y a des relations très fortes entre
les acteurs industriels, le dispositif de formation qui produit les salariés ou les compétences dont on a besoin pour le secteur, et puis le dispositif de recherche qui inclut toute la recherche et en particulier les centres techniques. Alors le problème, si vous voulez, avec cette stratégie que vous avez immédiatement à l'esprit, c'est que la crise sectorielle balaye tout ça. C'est-à-dire la crise sectorielle, c'est pas une crise du territoire. Simplement, c'est une crise qui peut venir du secteur lui-même. Et si le territoire est spécialisé, même si la spécialisation c'est l'aéronautique, eh bien le territoire peut connaître des difficultés qui sont des difficultés majeures. Donc il est extrêmement dangereux, si vous voulez, de jouer cette stratégie-là, qui est un peu une stratégie de type mono-industrie, évidemment, parce que le jour où le secteur a des difficultés, eh bien il entraîne avec lui une hécatombe d'entreprises qui n'arrivent pas à se sortir de cette dépendance sectorielle. Alors le petit problème que nous avons là, si vous voulez, c'est que ces deux stratégies sont quand même des stratégies dominantes. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, lorsque vous regardez, vous faites une analyse, comme j'ai pu la faire sur beaucoup de territoires en France, des stratégies qui sont développées, mais vous avez grosso modo 95% des stratégies qui vont se distribuer sur agglomération et spécialisation fondée sur un secteur dominant. Voilà, donc je crois que c'est très dangereux. Et c'est le motif pour lequel j'essaye de promouvoir, y compris en termes très très opérationnels, sur le territoire de la région où je me situe, c'est-à-dire à Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon aujourd'hui, une troisième stratégie. Et cette troisième stratégie, en fait, c'est une stratégie qui est basée sur des compétences appuyées sur des technologies transversales. Alors ça, c'est très important parce que, justement, ces technologies transversales, que vous pourriez désigner comme étant des technologies génériques ou transsectorielles, eh bien, elles ont un avantage énorme, c'est qu'elles ne sont précisément pas dépendantes d'un secteur. Et donc, si crise il y a dans un secteur, si vous disposez de compétences redéployables, eh bien, vous n'allez pas connaître la crise classique de la mono-industrie. Alors, pour prendre un exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon maintenant, les systèmes embarqués. Parce que nous avons en Midi-Pyrénées un secteur aéronautique, je dis bien secteur, aéronautique puissant, un secteur spatial qui est puissant aussi, mais qu'est-ce qui nous garantit que dans 5 ans, le secteur aéronautique sera toujours aussi puissant? Je suis convaincu que de la même manière qu'il y a eu une crise dans le textile, qu'il y a eu une crise dans l'industrie, le jour viendra où il y aura une crise dans l'aéronautique, pour des motifs qui seront liés au prix du kérosène, pour des motifs qui sont des motifs environnementaux, parfaitement prévisible. Est-ce qu'il est normal de prendre l'avion pour faire 300 km en Europe? Je pense que la réponse est évidemment négative. Et donc, il n'est pas du tout impossible que l'avion, finalement, ne soit utilisé à l'avenir que sur des distances très, très longues qui justifient, si vous voulez, une telle dépense énergétique. Voilà, on pourrait en parler si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, l'intérêt, si vous voulez, c'est de se dire l'aéronautique peut être le cimetière de la région Midi-Pyrénées, donc c'est très dangereux ça. Donc l'idée que j'ai cherché à promouvoir lorsque la région Midi-Pyrénées a pensé et développé ses pôles de compétitivité, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait un pôle de compétitivité aéronautique, espace, système embarqué. Donc j'ai beaucoup travaillé au corps les élus, les économistes, pour leur dire il faut absolument intégrer dans le pôle de compétitivité les systèmes embarqués, parce que si nous avons une crise dans l'aéronautique ou dans le spatial, eh bien on pourra s'appuyer sur les systèmes embarqués, parce que les systèmes embarqués, vous allez les mettre dans n'importe quel objet qui se déplace. Vous allez les mettre bien sûr sur des avions, parce qu'un avion il a besoin d'être navigable, mais dans un train, il y a des systèmes embarqués, dans une automobile, évidemment, il y a des systèmes embarqués, les GPS, c'est un système embarqué, sur un bateau, enfin, sur un camion, etc., etc. Et nous avons, en Midi-Pyrénées, finalement, aussi la maîtrise de cette technologie transversale, puisque nous avons le groupe Thales, que vous connaissez, qui est très fortement implanté à Toulouse. Et de mon point de vue, l'avenir de Toulouse, je vais vous dire quelque chose, en tout cas, qui choque beaucoup quand je le dis en Midi-Pyrénées et à Toulouse. L'avenir de Midi-Pyrénées et de Toulouse passe bien davantage par les systèmes embarqués que par l'aéronautique. Mais ça, c'est vrai que
Ce sont des choses qu'on n'aime pas trop entendre, si vous voulez, à Toulouse. Voilà, donc cette troisième stratégie-là me semble extrêmement importante. Elle est très difficile à manier, elle est plus difficile à manier que les autres, parce que on n'est pas fondé sur des secteurs là ou sur des produits, mais on est bien basé sur des technologies transversales et sur des compétences. Et ça, c'est quand même une stratégie d'un nouveau type. Je suis convaincu que cette stratégie va se développer. Mais pour l'instant, il y a très peu de territoires qui jouent ça. L'immense majorité des territoires, c'est stratégie de type 1, stratégie de type 2. Et ce que je voudrais vous dire sur la stratégie de type 3, c'est que la stratégie de type 3 a absolument besoin des 3 dimensions de la proximité, et en particulier de la troisième. C'est-à-dire que pour que vous puissiez développer des technologies transversales, il vous faut des relations de confiance entre les acteurs, il vous faut des capacités de communication à l'extérieur de votre secteur d'activité qui sont pas du tout évidents. Alors voilà, je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Alors j'en arrive à la question de l'ancrage des activités, en espérant ne pas vous avoir totalement épuisé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je reviens sur le terme de localisation pour dire que la localisation, finalement, se fonde sur des facteurs génériques, c'est-à-dire des facteurs qu'on peut trouver pratiquement, peut-être pas partout, mais en tout cas qu'on peut trouver dans beaucoup de lieux. Non pas de territoire. Et là, c'est une bataille sur les coûts qui est une bataille extrêmement féroce, avec une mise en concurrence très forte des espaces sur le foncier, l'infrastructure. Et les infrastructures, je considère que c'est un processus éphémère ou transitoire, et vous avez donc bien ces logiques que j'évoquais tout à l'heure, de délocalisation, localisation. Je crois qu'il faut pas trop jouer sur ces stratégies-là, qui me semblent extrêmement dangereuses, et il faut plutôt jouer sur les stratégies d'ancrage des activités, qui peuvent être jouées sur des facteurs durables, c'est ce que je disais tout à l'heure, la proximité en termes de complémentarité potentielle d'actifs, et la proximité sur laquelle j'ai beaucoup insisté tout à l'heure, c'est-à-dire la proximité culturelle ou la proximité en termes de confiance. Alors si maintenant je m'interroge sur ce que j'appelle les rencontres productives entre les firmes qui ont leur stratégie et les territoires qui en ont une, parce que tous les territoires n'ont pas de stratégie, clairement, et toutes les entreprises n'ont pas non plus de stratégie. Alors ces rencontres durables, de mon point de vue, elles ne peuvent pas, je dis bien qu'elles ne peuvent pas, être basées sur des logiques de coût ou sur des logiques d'accès à des facteurs génériques. Parce que vous trouverez toujours un lieu, un espace avec des coûts plus faibles. Toujours. Ça, c'est inévitable. Il y a eu des vagues de délocalisation qui ont bénéficié beaucoup à certains pays ou à certains territoires. Et puis, il y a eu de nouvelles vagues de délocalisation. Et aujourd'hui, la Chine, par exemple, est en train de payer un prix très, très élevé cette stratégie-là. Parce que vous avez même des groupes chinois qui aujourd'hui délocalisent, considérant que la main-d'œuvre chinoise est beaucoup trop chère par rapport à d'autres main-d'œuvre. Donc ces stratégies-là, de mon point de vue, ne sont pas des stratégies de rencontre durable entre les firmes et les territoires. Et on reste, comme je disais tout à l'heure, dans une logique de localisation ou de simple agglomération des activités. Donc, de mon point de vue, si on essaie d'aller plus loin, ces rencontres durables, elles se fondent sur un besoin de compétences complémentaires. Et vous voyez, là, d'une certaine manière, dans la mondialisation que j'ai évoquée tout à l'heure, je ne reviens pas sur les termes, qui est un processus que je considère être un processus dangereux, en quelque sorte, il y a quand même une fenêtre d'opportunité que j'espère que vous expliquez convenablement. La fenêtre d'opportunité, c'est que, en effet, les firmes ont beaucoup externalisé. Elles ont massivement externalisé. Aujourd'hui, vous n'avez plus une firme qui va pouvoir prétendre disposer en interne de toutes les compétences dont elle a besoin pour concevoir et produire des biens et des services complets ou complexes qui sont attendus par les utilisateurs. Ça n'existe plus, ça. Alors, dans la mesure, si vous voulez, où ça existe, plutôt que de considérer ça comme étant un problème, je pense qu'il faut considérer ça comme étant une opportunité. Puisque les firmes ont externalisé, essayons d'organiser à proximité les compétences dont elles ont besoin. Est-ce que vous comprenez le raisonnement, Organisons à proximité les compétences dont elles ont besoin. Okay ? Alors,
organisons ces compétences dont elles ont besoin éventuellement dans un secteur. Donc ça peut être l'aéronautique, hein, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Mais dans l'aéronautique, il est tout à fait vrai que en Midi-Pyrénées et surtout autour de Toulouse, il y a énormément d'entreprises de petites, de moyennes ou de grandes dimensions qui sont en fait indispensables pour Airbus. C'est-à-dire que si Airbus quitte ce territoire, c'est un peu comme s'il se coupait deux bras et une jambe. Airbus ne peut plus produire aujourd'hui un avion s'il se passe de ces compétences complémentaires qui sont organisées à proximité des usines d'assemblage. Ça, c'est vraiment très, c'est extrêmement important. Hein. Voilà. Donc là, il y a une fenêtre d'opportunité pour peu qu'on arrive à bien identifier les compétences dont les entreprises ont besoin. Et ça, il faut les identifier non seulement pour les compétences dont elles ont besoin aujourd'hui, mais les compétences dont elles ont besoin demain. Alors, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, l'A380, on sait très bien le faire à Toulouse, mais on commence à comprendre que l'avion de demain, c'est un avion plus électrique. Et la question est donc de savoir, est-ce que nous avons en Midi-Pyrénées toutes les compétences dont Airbus aura besoin demain pour produire un avion plus électrique ? Et si on répond non, on les a pas, alors il faut absolument les constituer. Parce que si on ne les constitue pas, rien ne dit que le prochain avion d'Airbus sera assemblé à Toulouse. Vous voyez le raisonnement. Ce sont des questions extrêmement sensibles. Bon, là, je prends donc le cas de besoin de complémentarité dans le même secteur. Mais évidemment, le cas que j'évoquais tout à l'heure est aussi intéressant, voire même davantage, c'est un besoin de compétences complémentaires lorsqu'on a affaire, en quelque sorte, à des domaines qui sont des domaines transversaux. Hein. Si vous prenez les systèmes embarqués, eh bien, pour être capable de concentrer des compétences dans les systèmes embarqués, il vous faut des savoirs ou des compétences dans des domaines extrêmement différents. Hein. Et pas uniquement dans l'électronique ou dans l'informatique. Vous voyez. Donc, est-ce que vous arrivez à identifier ces compétences complémentaires justement pour être capable de maîtriser un domaine transversal? Alors donc, du point de vue de la firme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le facteur essentiel d'ancrage pour la firme, ça c'est vraiment très important, c'est le besoin de compétences complémentaires. Ça c'est le facteur d'ancrage par priorité absolue, c'est j'ai besoin de compétences complémentaires parce que je ne les ai pas en interne. Donc est-ce qu'il y a une réponse à proximité ou pas? Et cette réponse, elle est, comme je l'indiquais tout à l'heure, en termes de proximité géographique, proximité économique, mais aussi de relations de confiance. Hein. J'aurais beaucoup insisté sur ces relations de confiance. Du point de vue du territoire, eh bien, le facteur essentiel d'ancrage des acteurs des activités, c'est la diversité des modes de développement. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas baser tout sur l'agglomération ou tout sur la spécialisation, et vous ne pouvez pas non plus baser sur la stratégie de type 3, qui est une stratégie extrêmement exigeante, que très peu de territoires en réalité mettent en œuvre. Donc, en réalité, c'est la diversité des modes de développement qui permet au territoire d'être en quelque sorte plastique, hein, plastique plutôt que flexible. Et du point de vue du territoire toujours, est-ce que le territoire est capable d'identifier et de répondre aux besoins des entreprises en termes de compétences complémentaires? Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile parce que je prétends que très souvent, les acteurs du territoire, ceux qui sont en responsabilité, ne connaissent pas les besoins des entreprises. Ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas parce qu'ils connaissent pas bien les dynamiques industrielles, ils connaissent pas bien les stratégies. Et d'ailleurs, je vais même aller un peu plus loin en vous disant que l'utilisation du mot firme est une utilisation très dangereuse parce que finalement, c'est quoi une firme? Est-ce que c'est un établissement? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un groupe? C'est pas la même chose. Hein. Un établissement, si vous rencontrez un directeur d'usine, lui, ce qui lui importe, c'est est-ce que les salariés arrivent bien le matin, est-ce que les marchandises peuvent quitter l'usine. Lui, il a ça en tête. Si vous lui parlez des concurrents, il en a pas. Un directeur d'usine, il n'a pas de concurrents. C'est le chef d'entreprise qui a des concurrents. Parce que le chef d'entreprise, lui, il a une logique qui est une logique économique. Donc il ne faut pas confondre, si vous voulez, les préoccupations de vos interlocuteurs. Hein. Selon que vous avez affaire à un directeur d'usine ou que vous avez affaire à un chef d'entreprise, les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Et si vous avez affaire à, je sais pas moi, un membre du conseil d'administration d'un groupe,
et que vous lui tenez le langage que vous pourriez tenir devant un directeur d'usine, il va pas du tout vous comprendre parce que lui, ça l'intéresse pas. Lui, il est dans une autre logique. Et ce que je pense, si vous voulez, c'est que très souvent, il y a une sorte de, de dialogue de sourds entre le responsable d'un groupe, d'une entreprise, d'un établissement qui connaît pas du tout le monde public. Donc lui, si vous lui demandez, mais quelles sont les compétences d'une région, quelles sont les compétences d'une agglomération, d'une communauté d'agglomération, il sait pas, lui. Lui, il a un acteur public en face de lui. Il sait pas trop quelles sont les missions de la région. Il a pas suivi la loi nôtre ou le nôtre. Voilà, donc il est complètement perdu. Donc il sait pas quel est son interlocuteur. Et alors si dans le même temps l'interlocuteur public, lui, ne sait pas différencier un directeur d'usine, un chef d'entreprise et un membre du conseil d'administration d'un groupe, alors là, le dialogue de sourds est absolument garanti. Et je vois pas du tout comment il peut y avoir une rencontre durable entre deux acteurs qui ne se comprennent absolument pas, qui ne s'entendent pas du tout, qui ne voient pas du tout qui ils sont mutuellement. Donc voilà, donc je crois que ça, c'est un élément qui me paraît très important, c'est la capacité du territoire à identifier, à répondre aux besoins des entreprises, y compris à un niveau fin, c'est-à-dire en termes de compétences, et non pas en termes de produits, ou en termes de secteur, ou en termes de branches. Et enfin, du point de vue du territoire, je crois qu'il est extrêmement important, je disais tout à l'heure quand j'étais à l'agence, de mettre l'accent sur la qualité de la coordination des acteurs publics. Ça, c'est très important parce que le système industriel, finalement, est assez cohérent. C'est-à-dire que les industriels savent très bien avec qui ils travaillent. Généralement, en tout cas, ils savent très bien avec qui ils travaillent, ils savent très bien quels sont leurs concurrents. Donc, le monde dans lequel eux ils évoluent est un monde qui est assez balisé, avec des processus de coordination assez formalisés. Et quand un acteur du monde industriel qui est habitué à une qualité de coordination élevée rencontre des acteurs publics dont il a le sentiment qu'ils se coordonnent pas entre eux, ça le fait fuir. Ça, c'est certain, parce qu'il se dit mais c'est quoi là, des discours contradictoires, des gens qui se coordonnent pas. Il va être certainement bien mieux sécurisé si il dialogue avec des acteurs publics dont il a le sentiment qu'ils se coordonnent entre eux, parce qu'il y a un effet de miroir entre la qualité de la coordination des acteurs privés entre eux et la qualité de la coordination des acteurs publics. Il ne peut pas y avoir de défaut de qualité de la coordination des acteurs publics, sinon je pense que l'acteur privé le ressent très nettement. Alors de mon point de vue, pour conclure, je pense que les régions qui gagnent, pour synthétiser, ce sont des régions qui ont une stratégie inscrite dans la durée. Ça, c'est très important. La question du long terme, la question de la capacité de la région à construire une stratégie, ça va pas du tout de soi, ça. Mais vous pourriez dire territoire à la place de région. Ces régions qui gagnent, ce sont celles qui disposent de lieux de gouvernance. Alors ça, c'est très important aussi. Je ne vois pas du tout l'acteur public être en capacité aujourd'hui à définir tout seul une politique économique. Ce n'est pas possible. Et une politique économique, la construction d'un schéma régional de développement économique, bien, ne peut se faire que si il existe des lieux de gouvernance pérennes. Pérenne, ça ne veut pas dire uniquement au moment où on prépare un schéma, c'est de manière pérenne. Est-ce qu'il existe des lieux de gouvernance qui permettent d'élaborer ensemble une stratégie inscrite dans la durée. Et enfin, je dirais que les régions qui gagnent, finalement, ce sont celles qui, parce qu'elles ont réussi à avoir une stratégie inscrite dans la durée et qu'elles disposent pour cela des lieux de gouvernance, eh bien, ce sont des stratégies qui sont des régions qui parviennent à être autonomes. Ça, c'est un point qui est important sur le plan politique et économique. Autonome, ça ne veut pas dire du tout autarcique. Ça signifie être capable de se fixer ses propres objectifs, de fixer ses moyens, d'avoir une stratégie. C'est le motif pour lequel j'aime pas trop, disons, le terme de adaptation. Parce que moi je lis très souvent dans les documents produits par les acteurs publics que le territoire doit s'adapter. C'est un mot que je n'aime pas du tout, parce que si vous vous adaptez, ça veut dire finalement que vous n'êtes pas dans une situation d'autonomie. Vous êtes à ce moment-là dans une situation d'hétéronomie, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui vous impose ce que vous devez faire. Alors que là, mon projet, moi, c'est pas du tout un projet d'hétéronomie, c'est un projet d'autonomie. C'est-à-dire que je sais ce qui se passe, je comprends quelles sont les mutations, je les ignore pas.
Au contraire, hein, je vais loin dans l'analyse de leur compréhension, mais une fois que j'ai compris quelles sont les mutations qui se produisent, eh bien, je mets en place les éléments qui me permettent d'être autonome, c'est-à-dire de développer une stratégie non pas d'adaptation, mais de production d'un projet tenant compte des mutations qui se réalisent.